Salut l'ami, si tu veux progresser en vélo et rouler plus vite, notamment lors des longues sorties, il va falloir que tu apprennes à rouler doucement, dans la fameuse zone 2. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les secrets de cette fameuse zone 2 qui va te permettre de rouler plus fort en fin de sortie, et plus ta sortie sera longue, plus tu vas rouler fort en roulant doucement. Dans cette vidéo, je vais d'abord te montrer les 6 raisons pour lesquelles tu as intérêt à rouler en Z2. Et tu verras que la 5e raison, lorsque tu la comprendras, tu comprendras le secret de ceux qui finissent fort lors des longues sorties. Bien sûr, après, je te montrerai comment déterminer facilement par 2 méthodes ta zone 2 et comment l'appliquer dans ton entraînement. Tu es prêt? Alors, écoute bien la suite. Tout d'abord, il est important de comprendre que rouler à basse intensité pour progresser est un peu contre-intuitif parce que, effectivement, plus on va rouler vite et fort à l'entraînement, plus cela va demander des adaptations du corps, et ces adaptations vont être plus fortes. Donc, on progresse plus vite en roulant très fort. Le seul problème, c'est que si on roule très fort, on ne va pas rouler très longtemps. Et donc, forcément, pour le vélo, qui est un sport d'endurance, il y a un truc qui est paradoxal. Alors, l'intermédiaire, c'est rouler par intervalle intensif, le fractionné, d'accord, ou l'entraînement par intervalle, qui est très efficace, bien sûr, et qui demande de la haute intensité et qui permet de grosses progressions. Le seul problème de cela, c'est que les entraînements à haute intensité sont très épuisants pour l'organisme. On le sent quand on fait la séance, on le sent juste après, mais en fait, au fur et à mesure, ça crée énormément de fatigue. Donc, cela limite le nombre de séances d'entraînement à haute intensité qu'on peut faire dans une semaine. Pour un débutant, il faudrait pouvoir faire ça qu'un entraînement par semaine. Pour les personnes plus expérimentées, on peut arriver à 2 ou 3 entraînements par semaine à haute intensité, mais on se rend compte que, comme d'habitude, si on applique le meilleur entraînement du monde, mais toujours pareil, eh bien l'entraînement va plafonner. Donc voyons maintenant les raisons importantes pour lesquelles tu dois t'entraîner à Z2. Eh bien d'abord, c'est que quand l'organisme progresse, il y a les tissus conjonctifs, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les ligaments et tous les muscles du tissu conjonctif, les fascias, etc., qui entourent tous les muscles. Eh bien, ce sont des muscles qui sont pas très élastiques, pas très malléables. On utilise souvent l'image du carambar, c'est-à-dire c'est comme des carambars froids. Quand tu leur demandes de se transformer en carambar froid, qu'est-ce qu'il fait? Il pète. D'accord? Alors si tu prends le temps de le chauffer doucement, on arrive à l'étirer, le changer, le transformer. Du tissu conjonctif demande du temps, on dit entre 3 et 4 semaines, okay, et de la basse intensité pour pouvoir s'adapter et après progresser. Et c'est à basse intensité, ces tissus spécifiques prennent le temps de s'adapter. À basse intensité, quand on roule à basse intensité, en aisance respiratoire, c'est là que le cœur, on va développer le volume cardiovasculaire, le volume du cœur et le volume des artères. Et qu'est-ce qui se passe? Plus on a un volume important du système cardiovasculaire, plus on va injecter d'oxygène, de calories, d'énergie dans les muscles. Et donc les muscles vont être mieux alimentés pour être plus performants. Le cœur, comme il est plus gros, bat plus lentement. Donc, on est moins fatigué et moins essoufflé. Enfin, l'augmentation du volume cardiovasculaire provoque un deuxième effet important de l'intérêt de s'entraîner à Z2, c'est qu'on va récupérer beaucoup plus vite. Après un effort intensif, plus votre volume cardiovasculaire est important, plus on récupère rapidement au niveau cardiaque. Okay? Et ça, c'est très important pour les séances d'entraînement à haute intensité, récupérer plus vite, donc faire des intervalles de récupération plus courts, mais également récupérer plus vite lors des attaques dans les courses, des ascensions rapides, etc. Si on récupère plus vite, on peut en remettre une plus rapidement également. Si tu penses que s'entraîner en vélo, ça prend beaucoup de temps et c'est très compliqué de bien organiser ton entraînement, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans le premier commentaire où tu vas voir, je te donne gratuitement 4 conseils pour optimiser ton entraînement, c'est-à-dire progresser en divisant ton temps d'entraînement par 2. Allez, à toi de jouer. Le troisième effet
Le troisième effet de la Z2, c'est qu'à Z2, on va utiliser, à basse intensité, on va utiliser principalement des fibres musculaires endurantes. Il y a deux grandes catégories de fibres musculaires. Les fibres à contraction rapide, qui sont blanches et très grosses, ça fait les gros muscles, et les fibres à contraction lente, qui sont rouges, parce qu'alimentées justement par le sang en oxygène et en nutriments, et qui sont très fines. Quand on est à Z2, on n'utilise quasiment que les fibres endurantes. Donc, quand vous entraînez en Z2, vous allez détruire des fibres rouges endurantes et pendant la phase de récupération, vous allez en reconstruire plus. Et à chaque entraînement en Z2, vous allez en reconstruire plus. Qu'est-ce qui va se passer? Plus vous avez de fibres musculaires endurantes, plus vous allez avoir de la force et donc votre puissance en endurance, c'est-à-dire la puissance que vous êtes capable de soutenir au bout de 5, 6 ou 7 heures, elle sera plus élevé. Et ça, c'est un véritable atout dans le vélo. Quatrième bénéfice à s'entraîner en Z2, c'est qu'en Z2, c'est en basse intensité et seulement en basse intensité qu'on utilise comme carburant des graisses. Alors, les graisses, c'est un carburant que dans le corps, on a quasiment en niveau illimité. On consomme, 4 à 5 000 calories lors d'une grande course de 10 heures, par exemple. Pour une étape du Tour, on va faire 4 5 000 calories, 6 000 calories, d'accord? Eh bien, une personne de 70 kg qui sera affûtée comme une arbalète avec 10% de masse graisseuse a plus de 70 000 calories dans l'organisme. Donc, autrement dit, vous ne tomberez jamais en panne. Ensuite, quand vous utilisez les graisses, forcément, vous fondez, vous maigrissez, vous perdez de la masse graisseuse. Donc, faire des entraînements où vous n'utilisez que les graisses, c'est très intéressant. Mais, en utilisant régulièrement les graisses, vous apprenez à votre organisme à utiliser plus facilement les graisses parce que forcément, utiliser les graisses, ça demande une certaine habitude, ça demande un certain temps, ça peut fatiguer au début, sauf que quand on a l'habitude, on est de moins en moins fatigué et enfin, on va optimiser l'utilisation des graisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand on n'utilise que les graisses, forcément, on est moins performant que quand on utilise les glucides. Le problème, c'est que plus on s'entraîne à utiliser les graisses, plus on va améliorer le rendement de l'utilisation des graisses. Et c'est comme ça que si vous roulez par exemple avec des cyclistes pros qui roulent eux en aisance respiratoire à 35 km/h, vous en aisance respiratoire, si vous êtes à 25, vous êtes bien content. Pourquoi? Parce que ils ont l'habitude de rouler en Z2 et ils ont optimisé l'utilisation des graisses. Du coup, cette optimisation de l'utilisation des graisses fait que vous économisez l'utilisation du glycogène et des sucres et donc en fin de sortie, vous êtes capable d'avoir beaucoup plus de watts parce que là, il vous reste des calories, il vous reste du supercarburant, vous appuyez et donc vous faites la dernière ascension ou les derniers kilomètres à bloc. Enfin, le dernier intérêt de la Z2, c'est que c'est à Z2 qu'on peut faire un travail technique. Donc, j'ai fait une vidéo que vous pouvez trouver dans les commentaires où je parlais de comment améliorer, comment progresser en vélo grâce à une meilleure technique, travail de vélocité, de force, d'unijambisme, travail du point mort, etc. Eh bien, ce travail technique, on le fait à Z2, à basse intensité, puisqu'on a le temps, puisqu'on va moins intensément, on est plus lucide sur ce qu'on fait, on a un meilleur coup de pédale. Et souvenez-vous, on fait 5000 coups de pédale à l'heure quand on est cycliste. Donc, si on fait une amélioration de quelques grammes ou quelques millicalories sur chaque coup de pédale, à la fin d'une course de 5000 coups de pédale à l'heure, une course de plusieurs heures, ça fait une vraie différence. Alors, comment déterminer cette fameuse Z2, cette fameuse zone de travail en aérobie, en endurance, qui est très efficace, qui a beaucoup, vous l'avez vu, d'intérêt à faire? Eh bien, il y a 3 méthodes. Et la première méthode pour déterminer la Z2, c'est la méthode des sensations. Vous devez être capable de rouler en aisance respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je roule, je respire facilement. Je dois être capable de parler comme je vous parle actuellement, pas parler par salve. Ouais, ok, moi ça va, oui, d'accord. Non, ça c'est pas en aisance respiratoire. C'est je respire normalement et je suis facile, d'accord? Alors je peux avoir un petit essoufflement, mais tout de suite, j'arrive à respirer. Vous pouvez tester aussi que vous êtes capable de respirer uniquement par le nez avec aisance. D'accord? Avec le nez, on arrive à
emmagasiner moins d'oxygène. Donc forcément, si vous n'êtes pas en aisance respiratoire, au bout de 30 secondes, vous allez avoir besoin d'ouvrir la bouche. Si vous êtes en aisance respiratoire, en respirant par le nez, vous pouvez pendant 1 minute, après vous n'avez pas testé ça pendant 2 heures, mais vous pouvez respirer totalement par le nez. Cette aisance respiratoire est le signe que vous êtes en Z2. De manière scientifique, on appelle la Z2 le seuil ventilatoire de premier niveau, c'est-à-dire que clairement, quand on regarde sur la fréquence respiratoire, il y a une rupture de pente quand on dépasse cette fameuse Z2. Donc, le deuxième moyen de déterminer votre Z2 va être à l'aide de la fréquence cardiaque. Avec votre cardiofréquence-mètre, vous allez pouvoir déterminer votre Z2 qui est aux alentours de 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Fréquence cardiaque maximale qui doit être non pas calculé avec 220 moins l'âge, etc., qui ne correspond à rien, mais observé grâce à vos différentes sorties, vous êtes mis des mines, d'accord, et vous avez vu votre fréquence cardiaque maximale, parce que c'était vraiment le maximum que vous avez fait. 75% est un repère, mais le vrai repère, ça va être celui de votre aisance respiratoire. Donc, vous pouvez combiner les deux, à dire, tiens, je suis aux alentours de 70-75%, est-ce que je suis en aisance respiratoire ou est-ce que je suis limite? Des fois, on peut être à 72, 73 en aisance respiratoire et à 75, on peut commencer à être essoufflé. Évidemment, plus vous êtes en forme, plus votre aisance respiratoire va être à une fréquence cardiaque élevée. D'accord? C'est-à-dire que j'arrive à être encore en aisance respiratoire alors que je suis à 80% de ma FC max. Ben là, je suis en grande forme. À 70%, c'est quand je reprends le vélo, après l'hiver, vélo, il y a plus de chances que je sois aux alentours de 70%. D'accord? Donc, observez bien cela. Et je dirais même que, selon les jours, observez de vous dire, tiens, d'habitude, je suis à 72%. Alors, en général, on ne raisonne pas en pourcentage de FC max, mais en pulsation. Donc, moi, je suis à 130 pulsations, je suis en aisance respiratoire, d'accord? Mais aujourd'hui, je vais rouler. Je pars le matin de bonne heure, c'est 6 heures, j'ai fait des entraînements la veille, j'ai un peu les jambes dures. Je me rends compte que mon aisance respiratoire, elle n'est plus à 130, mais elle est peut-être qu'à 125 ou 128. Aujourd'hui, je vais déterminer que ça sera celle-là. Et ça sera mon repère, un double repère pour m'aider entre mes sensations et la fréquence cardiaque. Surtout, ce que ça va m'aider à faire, c'est que quand je sais que c'est 130 pulsations par minute, quand je vais voir arriver que je suis dans un effort où je commence à monter 120, 125, 127, 128, je vais commencer à lever le pied un peu avant pour éviter de m'embarquer, de dépasser au-dessus. Parce que quand je dépasse ce seuil de 130 par exemple, je vais commencer à brûler des sucres, je vais commencer à utiliser des fibres musculaires à contraction rapide, je vais commencer à faire des lactiques et donc je ne fais pas le travail en Z2, d'accord? Le travail en Z2, il faut le voir un peu comme une limitation de vitesse. On ne doit pas la dépasser, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et quand je parlais tout à l'heure de travail technique, quand je vois que je me rapproche de ce seuil de 130 pulsations, par exemple, c'est un exemple, d'accord, qui est ma Z2, je vais commencer à alléger mon coup de pédale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ralentis. Donc, il y a des gens qui me disent, ouais, mais en montée, je ne peux pas être en Z2. Mon œil, tu es capable de faire du surplace? D'accord? Tu fais du surplace, tu vas voir que tu ralentis. Et s'il faut être quasiment en surplace à 2 km/h pour être en Z2, tu montes à 2 km/h, mais au moins tu fais un travail en Z2. Dernière méthode pour établir votre Z2, j'ai envie de dire, afin de recouper avec vos sensations d'aisance respiratoire, votre fréquence cardiaque, après ça va être la puissance. Alors c'est pareil, la puissance, même principe que la fréquence cardiaque. Normalement, elle va être aux alentours de 60-65% de votre PMA. Ceux qui ont un capteur de puissance savent de quoi je veux parler avec la PMA, puissance maximale aérobie, d'accord? Ça, c'est un repère. Et ensuite, le repère va être vous. Vous allez rouler, vous identifiez votre aisance respiratoire, vous identifiez votre fréquence cardiaque, et puis vous dites, tiens, là, en aisance respiratoire, à 130 pulses, je suis à 180 watts ou 200 watts, selon votre niveau, peu importe. OK. 200 watts va être pareil, un indicateur, un 90 km/h, un 200 watts, ça va être mon indicateur que je me rapproche dans mon effort proche de ma Z2, d'accord? Et ça va être intéressant pour moi de l'anticiper. Bien évidemment, ma Z2, elle commence à un effort qui est une fréquence cardiaque ou une puissance qui est plus que quand je me lève, d'accord? Je suis à 60 pulsations. Si au-dessus de 100 pulsations, par exemple, je vais commencer à être en Z2. Mais je vais optimiser ma Z2
à 130 pulsations. Vous voyez? Donc, ça peut être assez large, hein, une Z2. Entre 100 et 130, je suis dans la Z2, mais j'optimise mon travail de construction de fibres musculaires, de brûler des graisses, proche de ma Z2, sans la dépasser. Donc, évidemment, la fréquence cardiaque et le capteur de puissance vont me permettre d'être beaucoup plus fin, de pouvoir rouler plus longtemps à mon intensité optimale. Comment se servir de la Z2 dans votre entraînement? Comment le répartir, d'accord? On peut prendre pour référence ce qu'on appelle l'entraînement polarisé, c'est-à-dire 80 à 85% de votre temps d'entraînement doit être en Z2. Le reste à haute intensité. Bien sûr, il faut de la haute intensité. Ok. Je dirais que plus vous faites de l'entraînement en Z2, plus ce qui reste doit être à une haute intensité, une plus haute intensité. Si vous faites plus de temps à haute intensité, parce que vous faites de la résistance ou de la SST, etc., eh bien, vous allez diminuer le temps de Z2, mais forcément, les puissances de haute intensité sont un peu moins élevées. Ça, on va être sur du seuil, encore une fois, du SST. Grosso modo, considérez les temps d'échauffement et de retour au calme comme de la Z2 dans votre temps d'entraînement. Considérez vos séances d'endurance évidemment comme de la Z2. Okay. Les temps de récupération entre les intervalles d'une séance intensive ne sont pas de la Z2 parce que souvent, votre cœur n'a pas le temps de redescendre. Après un 30 secondes APMA, votre cœur n'a pas le temps de redescendre dans la Z2, donc on ne le considère pas. D'accord. Si vous faites 10 fois 30-30 par exemple, ben c'est 10 fois 30-30, il n'y aura pas un seul temps en Z2. Un bon moyen aussi de repère, d'accord, c'est même quand vous faites des grandes sorties en endurance, vous pouvez faire l'entraînement polarisé en vous disant, ben, grosso modo, je fais 50 minutes à Z2, 10 minutes à haute intensité, d'accord, avec une plus grosse intensité. Et si vous regardez des séances pas mal structurées intuitivement, c'est on roule cool un moment et puis quand il y a une bosse ou un passage à l'arrivée d'une ville ou proche de l'arrivée, on se fait 10 minutes où allez on y va, on tire des bourres, ça c'est pas mal. Mais par contre attention aux sorties où vous êtes tout le temps, pas en Z2 mais en Z3 ou Z4, tout le temps au taquet pendant 2 heures, 3 heures, etc. Il y a juste un petit peu de temps où on récupère juste avant d'aller boire ou quand on repart et puis après ça repart à fond, ça c'est pas de la Z2. Voilà, vous avez tous les secrets de la fameuse Z2, zone d'endurance à basse intensité, qui a des effets très intéressants pour les cyclistes et vous savez comment l'organiser. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez-moi dans les commentaires votre avis là-dessus, si vous avez déjà fait des entraînements à Z2 vraiment de manière spécifique. Pensez à vous abonner si et seulement si vous êtes déjà entraîné en Z2. Donc, allez faire un entraînement en Z2 si vous ne l'avez pas fait et vous venez vous abonner. D'accord? Pensez à partager à vos amis qui ont bien besoin d'apprendre chez les cyclistes de savoir rouler doucement pour aller plus vite.